Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter le 99.5 Montréal. On est ensemble jusqu'à 19 heures. On parle dans quelques instants à l'ex-sénateur Pierre-Hugues Boisvenu de ses 14 morts de femmes aux mains d'hommes depuis le début de l'année. Ben oui, déjà 14. On se rappelle malheureusement de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Julie Boisvenu, la fille de Pierre-Hugues Boisvenu. C'était survenu en 2002. L'homme en question était un récidiviste. Alors, qu'est-ce qu'un père comme Pierre-Hugues Boisvenu, qui a perdu sa fille aux mains d'un monstre, pense de ces nombreuses morts de femmes ces temps-ci, notamment celle de Gaby Renaud, qui aurait été assassinée par son conjoint Jonathan Blanchet il y a quelques jours. Jonathan Blanchet, lui aussi, c'était un récidiviste. Je dois, avant toute chose, vous raconter une histoire. Et je le précise, elle est vraie. Il y a quelques années, je travaillais dans un bar sur la rue Crescent, un bar que je peux nommer, c'est le bar Thursdays. Et j'étais boss-boy. J'avais plein de responsabilités. Je m'occupais des tables, je m'occupais d'alimenter les réfrigérateurs, mais j'avais aussi la responsabilité de sortir les poubelles dans la ruelle. Ça doit faire 10 ans de ça. Pendant mon quart de nuit, tous les soirs où je travaillais au Thursdays, je faisais ça 2 fois, sortir les poubelles. Et il m'arrivait souvent de croiser dans la ruelle des serveurs ou des barman qui profitaient de quelques minutes de pause pour fumer une cigarette ou pitonner en secret sur leur téléphone. Souvent, il m'arrivait de croiser le chemin de David. David, c'était un gars qui avait des problèmes. Il buvait beaucoup sur la job. C'était un joueur compulsif aussi. Il impressionnait pas mal tout le monde dans le bar parce qu'il gagnait apparemment beaucoup d'argent avec les paris sportifs. La job de serveur, c'était juste pour le fun, il nous disait. Alors, il impressionnait vraiment tout le monde avec ça. C'était un grand parleur. Il était sympathique, David. Pour vrai, c'était un gars festif, mais je l'ai dit, il avait des problèmes. David, j'étais sorti une couple de fois. Je suis sorti une couple de fois avec lui et avec tous les employés du bar. On finissait ça, on faisait ça le dimanche alors que le bar était fermé. Et pour David, ça finissait tout le temps mal. Il se battait, il criait. Il finissait tout le temps tout croche à tituber au beau milieu de la rue, le chandail déchiré. Puis on le perdait comme ça le dimanche soir et on le retrouvait le jeudi matin quand notre fin de semaine de travail commençait. Il était tout énergique, il avait repris toutes ses forces puis il recommençait à nous raconter ses histoires. C'était David, ça. Un beau soir, alors que je sortais les poubelles, David était là, dans la ruelle, en train de fumer une cigarette. Mais contrairement à son habitude, il n'était pas en train de vérifier si les Falcons ou les Cavaliers ou n'importe quelle équipe de n'importe quel sport professionnel américain l'avait emporté. Il faisait rien. David, il était dans la ruelle, puis il faisait pas rien, en fait. Il fumait. Il fumait furieusement ce soir-là, en grognant, en criant même, en criant comme un esprit de malade, une colère en colère. En revenant vers la porte de la ruelle, j'avais terminé de transporter les sacs de poubelle. J'ai pas vraiment eu le choix de lui demander à David qu'est-ce qui allait pas. Et c'est là qu'il m'a tout raconté. Il fréquentait depuis quelque temps une des serveuses du bar. Il se voyait en dehors de la job, mais là, ce soir, le maudit esprit de faisait son agace. Apparemment, elle passait de table en table et elle se faisait draguer par les clients parce que c'était une maudite table d'esprit de... J'étais pas d'accord avec David. Cette fille-là était serveuse. C'était son travail de servir les tables et elle avait bien le droit de s'amuser en chemin. Bon, je vous dis, les amis, j'étais un petit peu en conflit d'intérêts parce que plus elle faisait des grosses factures, plus je faisais du type. Donc, mais en dehors de ça, David était complètement dans le champ. Cette fille-là faisait juste son travail et je pense qu'en plus, elle l'aimait. Mais lui, il voyait plus clair, je vous l'ai dit, une colère en colère. La vie a continué. J'ai arrêté de travailler dans les bars. On ne s'est plus jamais revus, David et moi, jusqu'à temps qu'arrive avril 2024. Avril 2024, je suis dans un séminaire de sociologie à l'UQAM. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Je suis dans un cours de méthodologie quantitative. Autrement dit, chers amis, je m'éclate. Je m'éclate tellement que me prend soudainement l'envie de sortir du cours et d'aller respirer un peu dehors, moi aussi. Et comme n'importe qui de normal, de m'égarer dans mon téléphone, de me mettre à regarder les nouvelles. Et là, soudainement, j'ai un choc. Il y a un titre d'un article de nouvelles. Féminicide à Candiac. L'ex-conjoint de la victime accusé de meurtre non prémédité. C'est le titre de l'article. Je clique dessus. Le nom de la jeune fille, Josiane Fauché, 27 ans. Le nom du meurtrier, Tota. Son prénom, David. David Tota.
Le gars de la ruelle, le gars en beau joie le vert, maudit, il l'a fait. C'est bizarre le choc que ça me fait encore aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout la fille en question, Josiane Fauché. Ce n'était pas la serveuse dont je vous ai parlé, mais je sens quand même, près de 2 ans plus tard, une responsabilité bizarre. Je m'en veux de ne pas avoir brassé ce gars-là, ce soir-là, dans la ruelle. Je m'en veux pour vrai. J'aurais pu faire quelque chose de plus, je pense. Je parle pas de le dénoncer, d'avoir pété une coche. Péter une coche, c'est péter une coche. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. J'aurais pas pu non plus anticiper le pire. On parlait pas de féminicide il y a 10 ans, mais j'aurais dû être plus vigilant. C'était pas une colère normale. J'aurais pu laisser tomber les clients ce soir-là. J'aurais pu penser à autre chose que mon travail. L'écouter, m'asseoir avec lui, le convaincre qu'on quitte par en arrière, qu'on aille prendre une bière dans le bar d'à côté. Chers auditeurs, si vous connaissez des gars malades qui pètent des coches pas normales, pas des petites colères de gars fatigués, là, des colères en colère, là, des furieuses puis des tempêtes, je vous souhaite vraiment de faire de quoi, de parler avec ces gars-là, de planter quelque chose dans leur tête ou sinon de parler avec leur blonde parce que je vous le dis, on dort pas très bien quand on rate son coup, comme moi. Aujourd'hui, à l'émission, on parle avec Pierre-Hugues Boisvenu. C'est un homme qui sait de quoi il est question quand il est question de féminicide, d'hommes qui s'en prennent à des femmes et qui s'en vont en prison quelque temps et qui ressortent et qui recommencent. On parle également à Michel Trépanier parce qu'on apprenait ce matin dans les journaux que, vous savez, en 2023, le gouvernement du Québec, voulant combler la pénurie de main-d'œuvre en construction, a commencé à offrir des formations payées à des gens, 750 $ par semaine, 25 $ de l'heure. Et là, soudainement, les gens se sont inscrits à ça. Mais est-ce que tous ces gens-là travaillent dans l'industrie de la construction? Non, pas vraiment. 43 % seulement de ces élèves-là sont dans l'industrie de la construction. On parle à Sophie Mongeon également, qui va venir nous présenter une loi qui entre en vigueur le 6 octobre. C'est une loi qui va obliger les entreprises de 20 employés et plus à s'occuper des problèmes de leurs employés. Eh bien oui, puis on parle à Maxime Trouman également parce que samedi, dans 2 jours, c'est le dernier match préparatoire du Canadien. Et il y a une petite nouvelle à nous raconter. Il est allé fouiller quelque part. Apparemment que Montréal aurait pu débourser 600 000 $ pour avoir la visite de joueurs professionnels de soccer, puis on n'a pas voulu. Eh bien, c'est-tu un scandale ou c'est normal? Allez, on part ça.